Donc comme vous le savez, dans la rubrique avec Serge, on se déplace dans Marseille, on va sur des lieux atypiques et aujourd'hui on est chez une costumière et en fin de vidéo vous aurez une petite interview d'elle qui vous racontera l'histoire de ce lieu. Il faut vraiment défendre de ouf et tout. Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, accompagné de Serge. Comment ça va Serge? Moi ça va toujours très bien, quand je suis avec toi ça va toujours très bien. On se retrouve alors un peu pour la suite de notre première vidéo. Où on avait mis on va dire un premier pas dans les sujets du MMA. Et du coup, déjà je tiens à vous remercier. Vous avez été réceptifs. On a lancé un sujet un petit peu polémique autour de Fernand Lopez. Parce que c'était pour nous l'axe central de ce combat entre Francis Ngannou et Cyril Gane. Et du coup, on va poursuivre ensemble cette discussion. Et Serge, voilà, tu avais quelques commentaires en tête où tu voulais répondre à quelques messages. Oui, tout à fait. Alors, on a eu quand même beaucoup de questions. C'était un sujet qui a été relativement polémique. Alors déjà, j'ai un abonné qui m'a dit qu'en fin de compte, Cyril Gane, exactement, Gane, parce qu'on nous a repris là-dessus, surtout Jean-Charles là-dessus, qui anglicise un tout petit peu tout, c'est pas très bien. Au niveau de ce sujet-là, en fin de compte, en me disant que je disais que Francis Gane avait un ego démesuré. Non, je parlais de Fernand Lopez et de Francis Ngannou. Voilà. Pour toi, c'est eux qui ont un gros ego. Ah oui, ils ont un ego qui est énorme pour moi. Mais comme on en parlait, en fin de compte, tous les gens, en fin de compte, qui ont du talent, ont relativement un ego qui est quand même... Ils ont un gros ego, c'est normal. Et du coup, alors comment tu voudrais poursuivre cette discussion suite un peu à ce qu'on avait amorcé comme idée? Tu as vu des choses qui se sont passées depuis? Voilà. Alors, il y a une chose qui est quand même amusante, c'est que quand on a traité le sujet, on l'a traité un tout petit peu différemment. On l'a pris du côté donc psychologique de la guerre, un peu psychologique de ce qui est en train de... Et tout ce qu'on a annoncé ensemble est en train de se réaliser. Quand on a tourné, il y a quoi? Il y a une dizaine de jours à peu près qu'on a tourné. Non, plus quand même. Plus 15 jours, je vais dire une quinzaine de jours à peu près. 15 jours. En disant, en fin de compte, il va ressortir de vieilles histoires, ça va commencer un tout petit peu à pousser un peu plus, et c'est ce qui est en train de se placer au jour d'aujourd'hui. Alors, ce qui s'est passé entre-temps, il y a eu quelque chose quand même qui a marqué un tout petit peu les esprits. Francis Ngannou a rencontré donc Monsieur Lopez qui se sont croisés, et il l'a traité absolument avec la plus grande indifférence. Alors j'ai lu des choses absolument extraordinaires, il y a eu des titres, manque de respect, non. La réaction de Ngannou par rapport à Fernand Lopez est complètement légitime. Donc il n'est pas irrespectueux, il est simplement malpoli. Mais moi, l'impression que j'ai eue, franchement, quand j'ai vu cette vidéo, elle fait monter en fait, elle fait coup monter. Tellement tout est bien mis en scène, l'autre qui passe, l'autre qui rigole. L'angle de la prise de vue, il est parfait pour regarder Ngannou et après voir Cyril Gane et après le voir partir. Donc ça fait vraiment coup monter. Je pense pas que ça soit un coup monté. Pour moi, c'est pas un coup monté. Ça fait un peu, voilà, c'est pas un coup monté. La vidéo qui va, non, qui va cartonner. Mais l'UFC, en fin de compte, a des gars qui ne font que ça, qui ne font que filmer. Ouais. Non, mais là, j'ai l'impression que c'est quand même, c'est quelqu'un. C'est comme si c'était moi, je me retrouvais dans le couloir et je filme par hasard. Oui. Mais moi, quand je vois ça, à part le fait que je me dis, on dirait des enfants, que ce soit l'un comme l'autre, hein, on dirait comme des enfants à l'école. Genre, je te calcule pas, les autres qui sont là, ils rigolent. Oh, ça fait enfantin, en fait, comme attitude. À part ça, je vois rien à analyser, en fait. Cyril Gane attendait quand même un regard ou simplement un bonjour. Bon. Oui, dans le meilleur des mondes, il vient, il leur serre la main et au revoir. Il n'aurait pas parlé à Fernand Lopez. Ouais. Mais alors même, il aurait pu lui serrer la main et puis c'est réglé. En fait, pour moi, cette vidéo, elle est virale, mais elle a rien de ouf. Non, mais en fin de compte, il est déjà dans son combat. Donc ça veut dire qu'il reste dans son combat, il reste axé sur son combat. Il
il n'est pas tellement gêné, il n'est pas encore dans sa tête. En fin de compte, Fernand Lopez, il essaye de le déstabiliser. Il n'est pas encore rentré dans sa tête. Bah ouais, justement. Il a évolué. Voilà. Parce que si jamais il s'était fâché, qu'il leur aurait crié dessus ou qu'il l'aurait nargué, ça l'aurait perturbé. On aurait pu dire que oui, il est touché. Mais là, moi, j'attends de voir les conférences de presse où là, vraiment, ils vont avoir des questions-réponses qui vont être face à face. Et là, on va pouvoir un peu plus analyser. Mais là, pour moi, ce genre d'événement, c'est juste pour tirer du papier, quoi. C'est fait pour tirer du papier. En tout cas, Cyril Gane, il est complètement détendu. Il y a 10 jours, je l'ai vu dans une émission de télé-réalité, là, qui était d'ailleurs très bien faite. Tu l'as vu aussi, ouais, je crois. Je l'ai vu aussi, ouais, c'est le QG. Ouais, le QG, ouais, très très bien. Hein, Et je suis arrivé, j'ai redonné le téléphone et mon daron, il m'a dit c'était qui ? Et je me suis mis à chialer. Et alors moi, ça c'est intéressant pour moi à analyser. C'est beaucoup plus intéressant à analyser que cette petite vidéo virale. Parce que je trouve que déjà, on vend bien en France ce champion, notre champion. Oui, notre champion est Même très bien. Même si moi, je ne suis pas un pro MMA, je suis très patriote et je supporte toujours les Français. Et là, ben voilà, on le met en avant. Il fait une émission qui est très suivie sur YouTube. Et il se prête au jeu, ce qui les sportifs ne savent pas très bien faire. Les sportifs français, surtout des sports de combat, ils sont très mauvais dans cet exercice. Et Cyril Gane, il était au combat de Tony Yoka, il était présent. Moi, je l'ai vu en off passer un moment ensemble, avec Sissoko aussi. Là, voilà, il fait des émissions comme ça qui parlent aux jeunes. Et je trouve que ça, pour le coup, Cyril Gane, il est attachant. Et je pense que le public français, plus on va arriver vers le combat, plus ils vont être pour lui plutôt que pour Francis. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. En plus, il s'est complètement livré, il a raconté quelques anecdotes, il a parlé de ses parents. Et ça, je trouve quand même que ça fait partie de l'intime et c'était vraiment amusant. Je vous conseille à la suivre parce que c'était vraiment très bien fait. Et puis le format était bon. Il a même une psychologie qui est assez rare. C'est un peu, je prends le combat comme ils viennent, oui. je verrai où je vais. Oui. Il n'a pas ce truc de « moi, je veux être le champion des champions, je veux casser tout le monde ». Non, lui, c'est plutôt à la cool. On verra, je prends ce qu'il y a à prendre. Il a une philosophie des combattants que j'ai rarement vue. Il est détendu, vraiment, il est bien dans sa tête. Hein. Et du coup, moi, ça me fait même me dire, finalement, cette mentalité-là peut être gagnante à la fin. C'est gagnant-gagnant, là. Il est très, très bon. Hein. Alors, moi, je vais parler un tout petit peu de Ngannou. En fin de compte, Ngannou, il y a 3 grandes motivations pour ce combat. Même pour un athlète, en fin de compte, arriver à ce niveau-là. La première motivation de quelqu'un qui va faire du MMA ou qui va se lancer, excusez-moi, je suis un tout petit peu enrhumé, qui va se lancer dans cette discipline, la première motivation, c'est être le champion de sa discipline. Je veux être champion de pied-point, je veux être champion de pied-point. La deuxième grande motivation, qui est un tout petit peu différente, c'est être, en fin de compte, c'est être reconnu. C'est pas qu'être le champion, c'est être reconnu, marqué absolument de son empreinte. Alors il y en a un qui est très bien, c'est Cédric Doumbé. Il a tout gagné en ce qui concerne donc le Glory, et il s'est mis au MMA. Et je pense qu'il va faire beaucoup de mal, et je pense qu'il va y arriver. Et la troisième grande motivation, c'est la motivation de l'argent. Alors la motivation de l'argent, se mettre à l'abri pour soi et surtout pour sa famille. Et je pense que Ngannou, c'est sa grande motivation. C'est quelqu'un qui arrive quand même, qui a été SDF, qui a manqué de tout, et il veut vraiment se mettre à l'abri des siens. Quand il parle de sa famille, il parle de ses enfants. Il veut absolument plus retourner dans la rue. Et on le sent vraiment très très fort là-dedans. Ouais, c'est sûr. D'ailleurs, il est en train de renégocier son contrat, essayer de prendre un maximum de fric, et on ne peut pas lui en vouloir de prendre un maximum de fric. Et je peux le comprendre, parce que la carrière, elle est pas très très longue. Une blessure, c'est vite arrivé. Ouais, je vais juste rebondir sur ce que tu as dit sur la motivation de Ngannou. Parce que justement, je parlais du côté détente, je prends les choses comme elles viennent du côté de Gane. Et là, Ngannou est dans l'opposé. Je pense qu'il y a cette soif de réussite, cette faim de réussite. Et je pense qu'on ne peut pas le comprendre si on n'a pas vécu la faim, le manque de tout. C'est pour ça que j'en parle. Moi, je suis quelqu'un, je fais des vidéos sur YouTube. Bien sûr, j'ai envie d'aller le plus loin possible et d'être reconnu. Mais je suis très heureux de ce que j'ai. Mais je pense que quelqu'un qui a connu le rien de rien, le SDF, c'est vraiment... On ne peut pas être plus bas, quoi. Oui. Lui, il doit avoir une faim, une envie de réussir parce qu'il ne veut pas retrouver ça. Et cette volonté de se mettre à l'abri, comme tu dis, mais c'est même encore plus. Et ça aussi, ça peut être un plus pour lui, de cette volonté de gagner, surtout un combat
comme le combat contre Cyril Gane, qui va être pour tous les deux, je pense, le combat, la grosse affiche. C'est la grosse affiche. De leur carrière. Et surtout, il y a une chose qui est importante, quand il parle de lui un tout petit peu, il parle souvent donc, de cette période-là, qui était une période qui est très très dure, et surtout, il parle de ses parents, il parle de la misère, et il veut absolument les mettre à l'abri. D'ailleurs, au Cameroun, là-bas, il fait énormément de choses. Il a monté une association, il va là-bas, il s'occupe de gamins. Et ça, on n'en parle pas de tout ce côté-là. Et c'est un gentil, c'est quelqu'un qui est très bien. Est-ce que, justement, on parlait de leur profil un petit peu, de leur mentalité. Voilà, Ngannou, il a été très froid quand ils se sont croisés. Cyril Gane, il était très détendu. Il souriait et tout, il est un peu surpris, mais il sourit. Est-ce que c'est pas celui qui va montrer des émotions qui du coup montrera un signe de faiblesse, que ce soit des émotions de colère, mais celui qui va montrer qu'il est touché, en se mettant en colère ou peut-être en montrant un peu de crainte, parce que des fois la colère c'est un peu de la crainte aussi, quand les gars se mettent en colère dans les conférences, c'est parfois un peu de peur, en réalité derrière ça, si on gratte un peu, derrière la colère. Et est-ce que justement celui qui va montrer des émotions ne sera pas le premier qui commence à défaillir ? Là, tu soulèves un sujet qui est très intéressant. Je te suis là-dedans. C'est psychologique. Quand on parlait, en fin de compte, c'est comme un jeu d'échecs. C'est exactement ça. Alors aussi, il y a une chose quand même qui est importante au niveau des abonnés. Quand on appelle Fernand Lopez, on l'appelle le King, il le mérite tout à fait parce qu'il est très... Non, je reprends parce que j'ai eu quelques remarques là-dessus. Non, du tout. Ça m'a choqué au début parce que le King, il y en a qu'un, il s'appelle Dominique Valera, grand karatéka qui a mené le pied-point. D'ailleurs, s'il y a du pied-point en France, c'est grâce... Pas qu'à Dominique Valera, il y en a eu d'autres. Il y a eu Hardison qui était champion du monde, Edmond Hardison qui est sur Nice, qui a été champion du monde de boxe américaine à l'époque. Donc, et c'est grâce à ces personnes-là qu'on fait du pied-point. Alors, il y a aussi un parallèle qui m'amuse quand même beaucoup. On a parlé en off un tout petit peu avec Jean-Charles. Dans les années 75, quand on faisait de la boxe américaine, on nous prenait pour des sauvages et des voyous. Alors quand on voit au jour d'aujourd'hui, on a mis pratiquement 30 ans ou 40 ans à ce que ce soit légalisé. Et quand on voit le MMA, où on en arrive au jour d'aujourd'hui, au niveau du MMA, il y a quand même des frappes au sol, il y a des projections, c'est très très dur, c'est quand même relativement réglementé, comme quoi les mentalités ont évolué. Et je pense quand même qu'il faut en parler, parce qu'on ne s'en rappelle pas. Je l'ai vécu, ça. Alors, j'en ai quelques-uns qui m'ont dit que je m'étais arrêté les années 70. Non, les années 80, j'étais encore un peu jeune pour les années 70. Mais j'aime bien vos petits clins d'œil, hein, vous pouvez continuer. Vous m'amusez énormément. Petit tacle. Non, mais j'aime bien, j'adore me moquer de moi-même. J'ai l'impression aussi, si nous, on a choisi de se pencher plutôt sur l'aspect psychologique du combat, bon, c'est déjà parce que moi, je ne suis pas un spécialiste en MMA, donc je ne pourrais pas forcément juger, loin de là même, et parce que je trouve que l'aspect psychologique dans les sports de combat, moi je trouve ça hyper intéressant, c'est vraiment quelque chose de très riche, en fait on pourrait écrire des livres là-dessus, mais aussi j'ai l'impression que dans ce combat-là, il n'y a pas vraiment un mec qui se distingue vraiment de l'autre, c'est assez équilibré, j'ai l'impression. C'est équilibré. Il n'y a pas un énorme favori sur les deux. Non. J'ai l'impression. Non, alors ils ont leurs qualités, ils ont leurs défauts, mais il y a match. Alors, je vais te parler quand même d'une news. Il y a le clan de Ngannou qui a pris Rico Verhoeven. J'ai vu ça. En sparring. Alors, en disant, en fin de compte, c'est un plus. C'est le... Alors, attendez, je vais quand même vous citer, pour pas vous dire des sottises quand même. L'arme anti-Gagne, anti-Cyril. Bon, ça m'amuse quand même beaucoup, et qui doit énormément rire. Bon, là, on parle de pied-point, je rentre vraiment dans mon domaine. En fin de compte, c'est Fernand Lopez. Bon, c'est un excellent boxeur. Honnêtement, c'est pas lui que j'aurais pris pour faire du sparring. J'aurais pris Badari ou j'aurais pris un clone de Cyril Gane. Exactement. J'aurais pas pris quelqu'un qui a cette morphologie-là. C'est vrai, il tape fort. Mais j'aurais pas pris ce type de profil-là. Et des clones, il y en a en fin de compte. Hein. En anglaise, ça existe. À l'époque, je connaissais un boxeur qui est extraordinaire, qui vit encore. Il s'appelle Camara. Il servait de sparring. C'était quelqu'un, vous disiez, tu boxes comme Ray Sugar Leonard, tu boxes comme Hagler. Il pouvait vous faire absolument tous les styles. Et c'était extraordinaire. Donc, trouver des clones, il n'y a aucun problème. Donc, j'aurais pris plutôt un combattant de pied-point pour m'entraîner qui bouge énormément, comme fait Cyril. Donc, je ne pense pas que ce soit le meilleur des choix. Donc, on arrive dans la surenchère.
c'est en fin de compte, c'est la Ouais, personne. C'est pas le meilleur des choix, mais ça a l'air d'être un bon choix quand même. Ah oui, non, mais j'ai pas dit que c'était un mauvais choix. Parce Loin que de ça là. fait réagir. Enfin, voilà, moi, encore une fois, je le répète, je connais pas la carrière de ces gars, mais donc je me réfère, c'est quelqu'un de très je me con. réfère aux autres médias qui font très bien leur travail. Et quand j'ai vu un peu que tout le monde repartageait, je me suis dit, bon, c'est que c'est intéressant, c'est que c'est quelque chose. Et ça veut dire aussi qu'il prend les choses au sérieux. S'il montre ça sur les réseaux, c'est qu'il veut envoyer un message. Exactement. C'est qu'il joue de la com aussi. Donc finalement, Francis Ngannou, il se prête au jeu de la com aussi. Exactement. Alors quand tu me dis que, en fin de compte, mais ils sont coachés ces gens-là au niveau des émotions. Ils ont toute une équipe qui leur dit exactement ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent parler, ce qu'ils doivent dire, et ils sont complètement entourés. Ils ont des gens qui s'occupent de leur communication. Ce sont des professionnels, hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ils sont entourés. sûr. Alors, ce qui m'amuse beaucoup actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent, on donne des pronostics. Les gens donnent des pronostics, mais en fin de compte, qui tu vois. Alors, quand ce sont des gens qui sont dans le milieu, ça ne me gêne pas parce qu'ils connaissent. Mais quand ce sont des gens qui ne sont pas dans le milieu, donner un pronostic honnêtement réel, il faut déjà, pour donner un pronostic, il faut déjà connaître la discipline. Deuxièmement, pour pouvoir en parler, il faut être dedans, c'est-à-dire regarder les gars quand ils s'entraînent, connaître leur entourage, les voir s'entraîner au niveau du sparring, savoir un tout petit peu ce qu'ils font. Donc il y a très peu de personnes qui ont accès à ça, aussi bien d'un côté que de l'autre. Ça va être de l'intox. Et quand je vois des gens qui disent « mais moi je suis pour un tel », oui mais pourquoi ? Ah mais parce que je... Oui mais c'est pas comme ça qu'il faut voir. Moi je serais incapable de donner un pronostic. Après dire un tout petit peu où va mon cœur, non, les deux sont exactement pareils. Même si j'aimerais bien, en fin de compte, moi je défends toujours les gens qui sont les qu'on n'aime pas. J'aime les gens particuliers. Cyril, il est adorable, c'est un garçon, mais pour moi, il est trop propre. L'autre, il me plaît parce qu'il passe, on le fait passer pour un méchant. Donc, il me plaît, ça m'intéresse, parce que c'est quelqu'un de foncièrement gentil, qui a un grand cœur, qui veut mettre à l'abri sa famille. Et puis surtout, c'est un SDF, c'est un gars qui a été dans la misère, qui sait ce que c'est que se battre. Il a travaillé tout jeune dans les carrières, il sait ce que c'est que travailler. Il a souffert, c'est quelqu'un qui a souffert. Et souvent, les gens, ils oublient, ils compartimentent ça, ils oublient un tout petit peu où il est passé. Alors je sais, j'ai fait une erreur, j'ai dit qu'en fin de compte, c'était deux Français. Non, je me suis trompé. Oui, mais parce qu'il a fait toute sa carrière, le gros de sa carrière en France. Fernand Lopez lui a appris le MMA. Mais il a appris quand même la boxe, il a commencé la boxe là-bas au Cameroun à 22 ans. D'accord. Hein, il a commencé avant. Ouais. Mais peut-être qu'aussi, Gane, on peut plus s'identifier à lui. Il est trop gentil. Plus abordable. En fait. Ah oui, tout à fait. Ngannou, c'est un peu surréaliste son parcours. C'est hors du commun. Et puis il a un physique. Il a un physique. Gane aussi, c'est un physique assez exceptionnel. Non, mais il dit je pouvais faire tous les sports quand j'étais jeune, j'étais bon partout. Non mais attends, alors là je me suis mal exprimé. Je vais exprimer différemment. Quand on voit Ngannou, il est bestial. C'est comme quand on voit Tyson, il a un côté animal. Ouais. Alors que Cyril Gane, il fait gentil garçon, c'est le bon garçon, c'est tout. Ouais, mais du coup, il y a plus de gens qu'on peut plus s'identifier à Cyril Gane. Oui. Il correspond un peu plus à tout le monde. Oui. Et de voir quelqu'un qui est un peu comme tout le monde, entre guillemets, parce que c'est quand même un sacré bestiau, devenir champion de l'UFC, c'est beau, tu vois, c'est un peu, tout le monde pourrait se retrouver en lui. En très peu de temps. C'est comme dans le manga Hippo, même si peut-être. Oui, je connais. Hippo, c'est le gars normal qui devient champion du Japon et qui devient exceptionnel. Et ça touche, en fait, ça touche du monde. Donc, en fait, il a une histoire qu'on peut raconter à tout le monde et qui est aussi vendeuse, quelque part. On s'identifie à lui, à sa personnalité, sa gentillesse, on s'identifie, on a envie de l'avoir comme copain. Ah, tout à fait, c'est le bon nounours, il fait nounours. Alors que l'autre, il fait animal. Voilà, Ngannou, c'est autre chose. Il dégage, il a un physique, il a un faciès, il a un regard qui est complètement, il n'a pas un regard, il n'est pas gentil quand il te regarde. Hein. Ouais, ça fait le yin et le yang, quoi, le noir et blanc d'un côté, les deux opposés. Quoi. Moi, je suis côté du noir, je porte toujours le noir, je suis du côté du noir. Ok. Ouais, et là, actuellement, les gens ils vont essayer de les monter l'un contre l'autre. Moi, je pense que ce qui manque là, et peut-être ça va arriver dans quelques mois, il faut que ça devienne personnel. Oui. Par exemple, insulter les enfants de l'autre, et tout ça arrive souvent dans les sports combat. Oui. Et ça rentre dans une guerre personnelle. Et c'est peut-être là qui manque à leur rivalité. Genre, je dis pas que je le souhaite, mais non, il faut pas. Regardez que c'est possible qu'on en arrive là. Genre,
par exemple, une altercation, tu tapes un de mes potes, et là, ça devient une guerre personnelle. Oh, oui. C'est au-delà du sportif. C'est souvent ce qui fait que ça prend une autre dimension. Khabib et McGregor. Voilà, c'est ça. Quand C'est exactement Khabib, il pareil. saute dans la Khabib, foule, oui. c'est que c'est personnel. Ça devient un truc personnel. Et ça rend la confrontation encore plus dantesque. Le problème, c'est qu'ils sont lisses tous les deux. Ils sont propres, ils sont très bien tous les deux. Après, c'est bien aussi cette image-là. Moi, je trouve ça... Je trouve ce qui est bien avec ça, c'est qu'on se concentre plus sur le côté sportif de l'événement. Parce que souvent, comme ça devient tellement personnel, on en oublie l'enjeu sportif. Et au moins là, comme ces deux gars qui sont plutôt corrects, et ben là, on se concentre sur le sport. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et ça nous permettra de faire le prochain sujet avec Serge. Je vous dis à la prochaine. Fighting! Merci, au revoir. Bonjour Mireille. On est content quand même que vous puissiez nous accueillir dans ce lieu magique et surtout qui est chargé d'histoire. Tout à fait. Est-ce que vous pourriez nous parler déjà au niveau de la bâtisse? Alors la bâtisse date du XVIIe. Elle fait partie des arsenaux des galères, c'est-à-dire ces arsenaux qui ont été construits par la volonté de Louis XIV au XVIIe pour ce projet de galère à Marseille. Et c'est un lieu, disons qu'on a essayé de garder vraiment l'atmosphère de ce lieu assez intacte, ce qui n'est pas le cas partout. Par exemple, dans les autres parties du bâtiment, c'est beaucoup plus habillé, c'est beaucoup plus polissé, il y a même des endroits, voilà, tout à fait complètement rénovés. Et ici, on sent quand même un peu le côté d'époque. Et d'ailleurs, on ne peut pas le voir à l'image, mais le plafond est fait avec des mâts de bateau. Donc c'est un lieu très spécial, qui était qui est impressionnant et qui a quelque chose d'assez rare. Voilà. L'atelier, c'est votre maman qui l'a fait. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre maman, comment elle l'a créé, en quelle année elle a... Tout à fait. Donc, et un peu son parcours. Oui, mes parents sont arrivés en 78 dans un endroit qui avait été occupé par une imprimerie depuis la guerre, depuis 1945, et qui était dans un état épouvantable, complètement délabré, et ça leur a pas fait peur. Ils ont pris ça à bras-le-corps et ils l'ont fait rénover. Et à l'époque, ça se faisait pas beaucoup. À l'époque, Marseille n'était pas coté du tout. C'était beaucoup moins beau qu'aujourd'hui. Il y avait, enfin, les façades étaient quand même très noires et tout. Ça avait du cachet. C'était une ville vivante et intéressante. Mais bon, c'était pas joli comme ça peut l'être aujourd'hui. Et ils ont tout de suite aimé Marseille, en fait. Et ils ont rencontré pas mal de gens. Ils connaissaient déjà Maréchal, par exemple, qui était à la Criée à l'époque. Ils ont travaillé aussi, ils étaient donc costumiers, ils ont travaillé pour l'opéra, pour des différentes compagnies ici à Marseille, pour du théâtre, pour de la danse. Et aussi, ma mère a développé un concept de coupe en un seul morceau qui est son grand cheval de bataille et qu'elle a défendu, enseigné et pour lequel elle est connue aussi dans le métier. Il y a un documentaire qui a été fait sur sur le personnage et le travail de ma mère qui s'appelle « Dans l'armoire du monde » et qu'on peut trouver sur YouTube d'ailleurs, en plusieurs parties. Et ce tournage, ça a été quelque chose, mais c'est lié en fait vraiment à la personnalité de ma mère qui était toujours assez contradictoire et assez surprenante. Et il y a eu parfois des histoires où elle a viré des gens. Ça a été et moi j'étais un peu affolée, mais elle disait aux gens non, je vous habillerai pas. Non, même qu'ils venaient, et on avait quand même besoin de ça pour vivre, hein, mais si quelqu'un ne lui plaisait pas, elle disait non, j'habille pas. Il y a une femme qui est venue d'Argentine, qui était très riche, et elle voulait. Elle a essayé un vêtement, elle a dit « Ah, je voudrais cette veste ». Et on lui a dit « Bon, ben, on peut vous la faire, c'était un prototype, hein, on peut vous la confectionner ». Elle a dit « Non, non, je voudrais celle-là ». Et ma mère a dit « Non, non, je vous vends pas celle-là ». C'est comme ça. Et la dame était épouvantée qu'on lui refuse ça, parce que c'est quelqu'un à qui on ne disait pas non, quoi. Hein. Et voilà, il y a des histoires comme ça. Il y a aussi... on a rencontré plus récemment Mouna Ayoub quand elle est venue pour exposer sa collection de vêtements haute couture.
Et là aussi, elle a demandé à ma mère de faire une veste, mais une veste avec des poches. Et ma mère, elle a des idées comme ça, elle veut pas faire de poches parce que si vous voulez, bon, pour le théâtre, si vous mettez des poches à un acteur, quand il sait pas quoi faire, il met ses mains dans ses poches. Donc elle faisait pas de poches pour empêcher ça. Et après, je sais pas, elle avait un truc contre les poches, elle voulait pas faire de poches dans les vêtements. Ma mère en discutait pas avec elle, donc c'était comme ça. Et elle a dit, je voudrais une veste, donc Mouna Ayoub, Beau Pharaon, Grande Réception, tout ça. Elle a dit, je voudrais une veste avec plein de poches pour pouvoir mettre tout ce dont on a besoin. Si vous me le faites, vous serez dans Vogue, dans tout ça, je ferai votre fortune, quoi, en gros, hein, enfin en tout cas votre célébrité. Et ma mère a dit, non, ça m'intéresse pas de faire une veste avec des poches. Elle était comme ça. Ça paraît étrange aujourd'hui parce qu'on ne dit pas maintenant il faut faire du marketing, enfin depuis longtemps d'ailleurs, hein, il faut faire du marketing, il faut se vendre, il faut vendre ce qu'on a, il faut se faire connaître, il faut se faire mousser. Elle, rien. C'était aussi une génération, comme d'ailleurs, comme était Wilson, comme étaient des gens qui avaient, je sais pas, 40, 50 ans dans les années 70, voilà, à peu près. Ils pensaient que la valeur de leur travail était parlée pour eux. S'il fallait travailler de façon et faire des choses intéressantes et que c'était évident. Et que donc, les gens importants verraient tout de suite la qualité du travail et le prendraient en conséquence, qu'il y avait une capacité à juger d'un travail, en fait. Et ça c'est fini. C'est-à-dire que les décideurs n'ont pas toujours la capacité ou les connaissances pour savoir ce qui est intéressant. Et aussi pour savoir ce qui est novateur. Ça, c'est pas très fréquent. Donc maintenant, il faut être formaté. Donc si on veut réussir, si on veut faire des choses, si on veut devenir connu, gagner beaucoup d'argent, il faut être formaté. Alors, avoir quand même une part de créativité, bien sûr, mais quand même que ça soit comme il faut. Autrement, c'est bizarre et ça n'intéresse pas forcément. Donc voilà, ça c'est le témoin d'une époque. Si vous voulez, souvent les couturières, les costumières sont pas forcément ont pas une culture générale immense. Il y en a, bien sûr, il y en a qui sont des artistes et tout ça, mais souvent c'est plutôt des artisans et ils font ce qu'ils ont à faire, et ils vont pas chercher très loin avec leurs compétences et leurs connaissances, mais ils vont pas chercher beaucoup plus loin. Et ma mère a toujours voulu chercher plus loin, ailleurs, et notamment dans ce qui se faisait pas beaucoup à l'époque, dans les costumes des peuples du monde. Et savoir comment ils étaient faits, comment ils étaient conçus, quelle était la culture qui les portait, et le fait que beaucoup de vêtements ethniques sont symboliques. Vous savez, toutes les broderies veulent dire quelque chose. Cette association de culture indienne qui est venue, il y a un sari par exemple, un sari qui est brodé tout le long du sari, et c'est une histoire. Ça raconte une histoire, en fait, un conte. Et ça, c'est très fort, très spécifique. Il y avait des broderies, des façons de faire qui étaient d'un village à l'autre, même pas d'un pays à l'autre, d'un village à l'autre. Et ça, c'était partout, au Mexique, en Croatie, en Bretagne, enfin, il y avait une richesse et en plus une beauté souvent de vêtements incroyables. Et ça s'est perdu dans les années 60. Dans les années 60, il y en avait encore un peu. Alors ici, on a par exemple les costumes provençaux. Arles, ça reste encore très vivant. Et c'est même étonnant à quel point c'est vivant et à quel point il y a des gens qui aiment ça et qui le défendent, vraiment. Mais c'est pas le cas partout. Ça s'est énormément perdu et puis c'était pas moderne, c'était ringard, c'était vieux, et on a balayé comme ça des siècles en fait de culture. Parce que souvent, ça bougeait pas beaucoup vraiment d'une génération à l'autre. Les beaux vêtements très, très chamarrés, très brodés, très magnifiques, étaient portés d'une génération à l'autre, en fait, étaient transmis. Quand vous voyez, par exemple, les vêtements des peuples un peu du Nord, avec vous savez, les fourrures, et puis la fourrure elle-même est brodée, enfin, il y a des trucs magnifiques. Et ça, elle s'est toujours intéressée à ça, et à savoir aussi comment c'était coupé,
pour innover là-dedans. Elle s'en est inspirée, et c'est comme ça qu'elle a fait, par exemple, voilà, des vêtements qui sont vraiment conçus différemment. Et ça, c'est un travail qui a fasciné beaucoup de gens. Bon, ben Mireille, je vous remercie encore de ce petit moment passé Avec ensemble et plaisir. surtout de nous avoir reçus. Je vous en prie.